Elle pensait simplement essayer d'échapper à l'incendie. Mais en 30 secondes, elle a dû prendre une décision dont dépendaient 2 vies ainsi que son propre destin. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner, de nouvelles histoires arrivent bientôt et il ne faut pas les manquer. La nuit reposait sur Red Rock Crossing comme un voile épais, tendu entre la terre poussiéreuse et un ciel immobile où aucune étoile ne semblait vouloir scintiller. Le silence n'était troublé que par le souffle irrégulier du vent qui passait entre les planches desséchées du vieux bâtiment servant d'orphelinat. À travers les fenêtres aux vitres inégales, les petites lampes à huile diffusaient une lueur vacillante, faible mais rassurante, comme si elles cherchaient à retenir encore un peu de chaleur humaine dans un monde qui pouvait devenir cruel sans prévenir. À l'intérieur, les enfants dormaient dans la grande salle commune, chacun dans son lit de fer légèrement grinçant. Les murs portaient-ils les cicatrices du temps, peintures écaillées, icônes ternies, boiseries fendillées par le froid de l'hiver passé. Pourtant, pour les enfants qui y vivaient, c'était un refuge, un endroit où la routine, même rudimentaire, valait mieux que l'inconnu au-delà des collines poussiéreuses. Rien ne laissait deviner la menace qui s'insinuait déjà sous le plancher, invisible, silencieuse. Dans la cuisine, où l'on stockait du bois mal séché et des chiffons laissés là par habitude autant que par négligence, une petite flamme avait pris naissance. D'abord timide, elle avait dansé lentement le long d'un morceau de tissu, puis avait trouvé le bois, sec en surface malgré son apparente humidité. Très vite, la flamme devint plus audacieuse. Elle se glissa entre les planches, rampa sur le sol, mordit la poussière accumulée en silence depuis des années et se propagea dans le couloir adjacent comme un serpent lumineux. Personne ne l'entendit, personne ne sentit le danger à temps. Le feu avançait avec la certitude d'une force qui connaît déjà son avenir. Lorsque la fumée commença à se faufiler sous la porte de la grande salle commune, les enfants dormaient encore d'un sommeil lourd. Mais bientôt, un premier tout-sautement rompit le silence, puis un autre. Les silhouettes assoupies s'agitèrent, les couvertures se froissèrent, et une odeur âcre se répandit, d'abord légère comme un avertissement, puis de plus en plus insistante. Les yeux rougis par la fumée, les enfants se réveillèrent en sursaut, d'abord désorientés, puis affolés lorsqu'ils virent les reflets rougeoyants qui commençaient à danser sur les murs. Le craquement du bois en combustion leur parvint comme un gémissement lugubre, signe qu'il fallait fuir. Emma Gray, une fillette de 10 ans à la silhouette frêle mais au regard vif, fut parmi les dernières à ouvrir les yeux. Elle se redressa difficilement, une douleur brûlante dans la gorge, respirant par saccades l'air déjà saturé de fumée. Elle vit autour d'elle des enfants paniqués, certains pleuraient, d'autres cherchaient à comprendre ce qui arrivait. Soudain, la voix ferme mais tremblante de Mrs. O'Reilly, l'une des gardiennes, résonna au-dessus du tumulte. Elle criait aux enfants de se lever, de se tenir la main, de courir vers la sortie principale. Ses gestes saccadés témoignaient de la panique qu'elle tentait de maîtriser. Le chaos s'imposa rapidement. Les adultes présents, peu nombreux, s'efforçaient de rassembler les enfants, mais leurs gestes reflétaient une hiérarchie implicite. Ils attrapaient les plus familiers, ceux qu'ils connaissaient depuis des années, ceux dont le visage leur inspirait un réflexe protecteur. Les nouveaux venus, les plus petits, ceux dont la peau ou les traits rappelaient des origines différentes, se perdaient dans les angles du regard des adultes, non pas volontairement, mais parce que la peur rendait leur perception étroite. Ils n'avaient pas l'intention de les ignorer, mais le feu déchire souvent les priorités, révélant des instincts plus anciens que la raison. Emma sentit qu'on l'entraînait vers la sortie, poussée par le flot d'enfants terrifiés. Le couloir était déjà rempli de fumée, un corridor tremblant où chaque seconde comptait. Ses pieds nus glissaient sur le parquet brûlant, mais elle avançait malgré la douleur, un bras serré par une main adulte qui ne cherchait qu'à la sauver. À travers le vacarme grandissant, un bruit se détacha pourtant des autres, un bruit que seule une oreille attentive aurait pu remarquer. Un pleur aigu, étouffé, provenant de l'aile opposée du bâtiment. C'était un son fragile, désespéré, mais suffisant pour percer à travers le chaos. Elle reconnut instantanément ce pleur. Une semaine auparavant, 2 nourrissons avaient été déposés à l'orphelinat, au milieu de la nuit. Personne ne connaissait leur histoire, sinon qu'ils étaient frères et semblaient venir de très loin, peut-être d'un clan apache, comme l'avaient murmuré certains.
Emma avait aidé à les nourrir, à les bercer. Elle se souvenait de leurs yeux sombres, encore à peine ouverts sur le monde, de leur souffle irrégulier mais tenace. Elle avait ressenti pour eux une responsabilité étrange et nouvelle, comme si leur fragilité éveillait en elle quelque chose de plus grand que la simple curiosité. Le pleur se fit plus distinct, comme un appel. Emma sentit une pression dans sa poitrine. La main qui la tenait la relâcha un instant pour aider un autre enfant, et ce bref moment de liberté la confronta à un choix qu'aucun adulte n'aurait imaginé poser à une enfant de 10 ans. Devant elle, la porte ouverte donnait sur la nuit froide, sur la survie. Derrière elle, un couloir rempli de fumée menait au nourrisson qui, sans elle, serait pas condamné. Le temps sembla s'arrêter. La chaleur du feu lui brûlait le dos, la fumée lui piquait les yeux, mais son esprit était étrangement clair. Elle savait que personne d'autre n'irait, que les adultes, en panique, se concentraient déjà sur les enfants visibles, que personne ne penserait à ces deux êtres minuscules prisonniers d'une chambre en feu. Et elle ne pouvait pas imaginer sortir vivante en sachant qu'elle les avait abandonnés. Alors, au lieu d'avancer, elle fit un pas en arrière, puis un autre. Elle se retourna complètement, affrontant la fumée qui s'épaississait. Les cris des enfants derrière elle s'éloignèrent, remplacés par le rugissement du feu. Elle inspira une bouffée d'air brûlant qui lui lacéra la gorge, mais elle continua à avancer. Ses jambes tremblaient, mais une force implacable la poussait en avant. Le couloir était devenu un labyrinthe infernal. Les murs vibraient sous la chaleur, les planches du sol craquaient comme prêtes à céder. La lumière changeait constamment, passant de l'orange vif au noir total en fonction des volutes de fumée. Emma avançait à tâtons, une main sur le mur pour garder l'équilibre. Elle ne voyait presque rien, ses yeux larmoyaient sans cesse, mais elle se souvenait du chemin, de la disposition des pièces. Elle connaissait cet endroit mieux que bien des adultes, car elle y vivait depuis toujours. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte de la chambre des nourrissons, elle sentit une bouffée de chaleur encore plus intense. La poignée était brûlante, elle dut la saisir du bout des doigts, serrant les dents pour ne pas crier. La porte céda dans un grincement aigu, révélant une pièce déjà à moitié embrasée. Les rideaux avaient bas pris feu, le plafond était noirci, et des braises tombaient comme des petites étoiles mortelles. Au centre de la pièce, les deux berceaux en bois tremblaient légèrement, secoués par les pleurs désespérés des bébés. Emma se précipita vers eux. Le premier nourrisson tendit instinctivement les bras vers elle. Le second avait le visage rouge de panique. Elle prit l'un puis l'autre, les serrant contre elle avec une détermination inattendue pour une enfant si jeune. Leur poids cumulé la déséquilibra presque, mais elle s'efforça de rester debout. La chaleur les enveloppait comme un manteau dangereux, et leurs cris déchirants semblaient se confondre avec le rugissement du feu. Elle fit demi-tour, les nourrissons blottis contre sa poitrine, leurs petites têtes nichées contre son cou. La sortie lui parut à une distance infinie, comme si le couloir s'était allongé sous l'effet de la peur. Chaque pas était un combat, le sol devenait instable, les flammes se rapprochaient, la fumée lui volait la vue. Elle croyait parfois perdre pied, mais l'idée même de lâcher ses deux vies fragiles était impensable. Elle entendit un craquement violent au-dessus d'elle. Un pan du plafond s'effondra dans un fracas assourdissant juste derrière son dos. Les braises la frappèrent, lui brûlant la peau, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut presque, titubant, avançant par instinct, plus que par vision. Ses bras se crispèrent autour des nourrissons, comme si ce geste pouvait les protéger de tout. Enfin, à travers le voile de fumée, elle aperçut une lueur différente, froide, mouvante. La sortie. Un dernier élan, un dernier souffle arraché à un corps épuisé, et elle franchit la porte, tombant lourdement sur le sol dur et humide de l'extérieur. Elle garda les bébés serrés contre elle, même en chutant, comme si sa vie en dépendait. Autour d'elle, les adultes se précipitèrent, surpris, incrédules, certains criant son nom, d'autres appelant à l'aide. On l'enveloppa d'une couverture, mais elle refusa de desserrer son étreinte. Les nourrissons pleuraient encore, vivants, tremblants, mais vivants. Derrière eux, l'orphelinat brûlait de toutes ses forces, une colonne de flammes montant vers le ciel sombre. Le toit affaibli s'effondra dans un vacarme terrifiant, marquant la fin du bâtiment et le début d'une autre histoire. Car déjà, parmi ceux qui observaient la scène, certains murmuraient. Ils avaient reconnu les traits des nourrissons, les cheveux sombres, la peau légèrement cuivrée, les petites perles autour du cou de l'un.
Ils avaient compris qu'ils n'appartenaient pas à leur communauté. Et dans le regard dur de Mark Crowe, un homme marqué par la mort récente de son frère dans un affrontement avec des Apaches, une lueur glaciale était née, une lueur qui ne présageait rien de bon. Et tandis qu'Emma, encore haletante, tenait les nourrissons contre elle, ignorant les tensions qui montaient autour, elle ne savait pas encore que ce simple acte de courage allait bouleverser bien plus que sa propre existence. Elle avait affronté le feu pour sauver 2 vies, mais ce qu'elle venait de déclencher allait bientôt embraser tout un monde. Au matin, lorsque les premières lueurs pâles du soleil glissèrent sur les ruines calcinées de l'orphelinat, le silence pesait plus lourd que les cendres encore fumantes. L'odeur du bois brûlé, mêlée à celle de la peur de la nuit précédente, s'accrochait à l'air comme un voile impossible à dissiper. Les habitants de Red Rock Crossing se rassemblèrent autour du site, certains d'entre eux pleurant encore les enfants qu'on avait pu sauver, d'autres murmurant des prières, d'autres enfin commençant déjà à chercher des coupables, comme si donner un nom à la catastrophe pouvait en alléger le poids. Mais personne ne pensait à la fillette pâle et déterminée qui, quelque part dans une petite maison voisine, veillait sur 2 nourrissons qu'elle refusait de laisser hors de sa portée. Emma n'avait pas dormi. Elle était assise sur une chaise trop grande pour elle, dans la maison d'une voisine qui avait accepté de l'accueillir provisoirement après la catastrophe. Les enfants reposaient dans un panier improvisé, enveloppés dans des couvertures grossières qu'on avait trouvées dans la précipitation. Leur respiration était encore irrégulière, leurs joues rougies par la chaleur et la fumée. Emma les observait sans cligner des yeux, comme si détourner le regard ne serait-ce qu'un instant, risquait d'effacer miraculeusement les vies qu'elle avait sauvées dans l'enfer de la veille. Autour d'elle, les adultes parlaient à voix basse, pensant que la fillette était trop jeune pour comprendre les mots qui traversèrent la pièce, mais elle entendait tout. Elle entendait les soupçons, les inquiétudes, les jugements qui se formaient déjà dans la bouche des habitants, comme si le simple fait que ces enfants ne soient pas, comme eux, suffisait à les rendre suspects. On frappait soudain à la porte, un geste sec, autoritaire, presque impatient. 2 militaires entrèrent, reconnaissables à leurs uniformes sombres et à leurs visages fermés. Derrière eux, Mark Crowe s'avança, sa présence emplissant la pièce d'une tension immédiate. Son regard dur se posa sur le panier, et ses lèvres se serrèrent, comme si un goût amer venait de les toucher. À ses côtés, le juge local, un homme sévère à la posture rigide, croisa les bras d'un air résolu. Les 3 hommes semblaient savoir exactement ce qu'ils venaient chercher. La voisine qui avait recueilli Emma tenta une politesse tremblante, mais les militaires ne lui laissèrent pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Ils avancèrent vers les enfants sans demander la permission. L'un d'eux se pencha vers le panier, tendit la main pour saisir le nourrisson qui dormait encore, et c'est à cet instant précis qu'une force inconnue surgit en Emma. Elle se leva si brusquement que la chaise tomba en arrière, et ses bras se refermèrent instinctivement autour des 2 bébés, qu'elle pressa contre sa poitrine, comme si c'étaient les derniers fragments d'un monde qu'elle refusait de perdre. Les adultes s'arrêtèrent, surpris par la détermination farouche qui brillait dans les yeux de la fillette, mais Mark s'avança d'un pas supplémentaire. « Laisse-les, Emma », dit-il d'une voix grave qui n'admettait habituellement aucune contestation. Pourtant, elle ne bougea pas. Il reprit, plus fort cette fois, expliquant que les nourrissons devaient être transférés au poste militaire le plus proche, afin d'être examinés et traités selon la procédure. Ce mot « procédure » résonna dans l'esprit de la fillette comme une menace. Elle avait entendu, au détour de conversations entre adultes, que les enfants conduits dans ces postes n'en revenaient pas toujours. Elle comprenait trop bien que pour beaucoup, ces 2 bébés n'étaient pas seulement des enfants, mais le symbole d'une peur qui n'attendait qu'un prétexte pour exploser. Elle ne pouvait pas les leur laisser. Alors, sans réfléchir davantage, portée par la même impulsion qui l'avait poussée à retourner dans le feu la veille, elle pivota vers la porte arrière de la maison, les nourrissons dans les bras, et s'élança dehors avant que quiconque n'ait le temps de la saisir. Un cri s'éleva derrière elle, mais elle courait déjà, ses pieds heurtant la terre sèche, son souffle court, ses bras noués autour des 2 vies fragiles qu'elle avait promis, sans jamais l'avoir formulé, de protéger coûte que coûte. Le paysage autour d'elle s'étendait en une succession de collines et de broussailles qui formaient autant d'obstacles que de cachettes possibles. La terre était dure sous ses pieds, et chaque pas lui coûtait un effort immense. Les bébés pleuraient, leurs petits corps secoués par la peur et l'instabilité,
Mais Emma resserra son étreinte, leur murmurant des paroles qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. Elle courait à en perdre haleine, sa gorge brûlant encore de la fumée respirée la nuit précédente, ses jambes tremblantes sous le poids qu'elle portait. Elle ne savait pas vraiment où aller. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il y avait une personne, une seule, qui pouvait l'aider. Elizabeth Harper, l'infirmière du village, la seule adulte qui avait toujours regardé Emma sans la juger, avec une gentillesse dépourvue de condescendance ou de peur. Après une course qui lui sembla durer des heures, Emma aperçut enfin la petite maison de briques claires où vivait Elizabeth. La fillette gravit les quelques marches du perron, avec difficulté, ses muscles en feu, et frappa à la porte d'une main tremblante, tout en retenant les bébés de l'autre. La porte s'ouvrit presque aussitôt, révélant le visage étonné mais immédiatement préoccupé de l'infirmière. En un coup d'œil, Elizabeth comprit l'urgence de la situation. Elle attrapa Emma par les épaules et l'aida à entrer, refermant la porte derrière eux avec un sang-froid qui tranchait avec la panique qui régnait en ville. Elizabeth posa les bébés sur une couverture et se mit aussitôt à les examiner, vérifiant leur respiration, leurs poumons, la température de leur peau, les brûlures légères qu'ils avaient subies. Elle donna à boire à Emma, lui fit prendre quelques gorgées d'eau, puis l'obligea à s'asseoir. Un silence tendu s'installa, brisé seulement par les pleurs des nourrissons qui commençaient à se calmer grâce à ces gestes précis et rassurants. Lorsque la fillette retrouva suffisamment de souffle pour parler, elle raconta d'une voix hésitante ce qui s'était passé. Le feu, les cris, la fuite, l'arrivée des militaires, la peur de les perdre. Elizabeth écouta sans interrompre, son visage se durcissant un peu plus à chaque phrase. Elle connaissait trop bien la manière dont certaines autorités traitaient les enfants indigènes. Elle savait, par expérience et par souvenir douloureux, que les mots officiels comme « transfert » ou « sécurité » pouvaient dissimuler des réalités bien plus sombres. Elle prit alors une décision sans équivoque. Tant qu'elle en aurait la possibilité, elle protégerait Emma et les deux frères, même si cela signifiait se mettre elle-même en danger. Pendant les jours qui suivirent, la petite maison d'Elizabeth devint un refuge clandestin. Elle apprit à Emma comment calmer les bébés lorsqu'ils pleuraient, comment les nourrir, comment reconnaître les signes subtils de la fièvre ou de la déshydratation. La fillette, malgré l'épuisement, s'appliquait à chaque tâche avec un sérieux qui étonna l'infirmière. Emma semblait avoir trouvé, dans ses gestes répétés et ses responsabilités nouvelles, une force qui la dépassait. Les bébés devinrent pour elle une source d'espoir et d'attachement profond, peut-être même de rédemption pour quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Mais dehors, la tension montait. Les habitants de Red Rock Crossing n'acceptaient pas facilement l'idée qu'une enfant avait disparu avec ceux qu'ils considéraient comme une menace. Les patrouilles se multiplièrent. On murmurait que des traces avaient été aperçues près de la maison d'Elizabeth, que certains avaient vu des silhouettes étranges rôder dans les environs. Mark, le visage de plus en plus fermé, alimentait les peurs en répétant que les Apaches cherchaient à infiltrer la ville, que ces enfants n'étaient peut-être que le premier acte d'un plan plus vaste. Les esprits, chauffés par la douleur et la colère, se radicalisaient. Or, ce que personne ne savait encore, c'est que dans les collines au nord de la ville, un homme avançait chaque nuit un peu plus près de Red Rock Crossing. Il marchait avec prudence. Son regard sombre balayait les ombres à la recherche d'un signe. Il s'appelait Wesley. Son visage portait les marques de la fatigue et du chagrin, mais ses yeux brûlaient d'une détermination profonde. Depuis qu'il avait entendu parler de l'incendie, il n'avait plus qu'une idée en tête: retrouver ses deux fils. Ils avaient été ses derniers liens avec sa femme, morte en fuyant des soldats des mois auparavant. Lorsque la peur et la faim avaient menacé la vie des nourrissons, il avait pris la décision la plus difficile de sa vie: les déposer devant l'orphelinat avec une petite bourse de pièces d'or, espérant qu'ils y seraient en sécurité jusqu'à ce qu'ils puissent les reprendre. Il n'avait jamais imaginé que le danger viendrait aussi vite, ni qu'une enfant les sauverait au péril de sa vie. Wesley ne se doutait pas que les habitants de Red Rock Crossing étaient déjà en état d'alerte. Ces déplacements nocturnes ne passèrent pas complètement inaperçus. Quelques hommes, méfiants, le remarquèrent et commencèrent à suivre sa piste en secret. Ils étaient persuadés d'avoir découvert le cœur du soi-disant complot dont parlait Mark. À mesure que Wesley approchait de la maison d'Elizabeth, eux-mêmes resserrèrent leurs traques, prêts à intervenir au moindre signe de menace. Ce fut par une nuit calme,
éclairé seulement par un mince croissant de lune, que Wesley arriva devant la demeure de l'infirmière. Il avança prudemment, veillant à éviter tout bruit susceptible d'alerter les voisins. Lorsqu'il frappa doucement à la porte, Élisabeth sentit immédiatement son cœur s'emballer. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, aperçut 3 silhouettes en vêtements traditionnels et comprit que l'instant qu'elle redoutait était arrivé. Pourtant, au lieu de céder à la peur, elle prit une profonde inspiration et décida d'ouvrir. Wesley entra, et lorsqu'il posa les yeux sur ses fils endormis dans un panier au bord de la pièce, son visage se transforma. Les lignes de fatigue se relâchèrent, remplacées par une émotion profonde et silencieuse. Il s'agenouilla près d'eux, tendit une main tremblante vers le front de l'un d'eux, puis vers l'autre, reconnaissant leurs traits, leur odeur, même leur manière de respirer. C'était comme un miracle auquel il avait presque cessé de croire. Emma, qui observait la scène avec une attention inquiète, sentit son cœur se serrer. Elle avait lutté pour ses enfants. Les voir retrouver leur père lui donna une joie étrange, mêlée d'une pointe de tristesse, comme si une partie d'elle n'était pas prête à les laisser partir. Mais cette paix fragile ne dura pas longtemps. Au dehors, des bruits de pas s'approchèrent. Des ombres glissèrent contre les murs. Élisabeth comprit instantanément que la maison était encerclée. Avant même qu'elle puisse avertir Wesley, la porte s'ouvrit brusquement et Mark entra, suivi de plusieurs hommes armés. Leurs visages étaient tendus, leurs regards durs et accusateurs. En un clin d'œil, ils balayèrent la pièce du regard. La fillette, l'infirmière, l'homme apache agenouillé près des enfants. Tout concordait avec leurs peurs, leurs préjugés, leurs certitudes aveugles. L'atmosphère devint électrisée, prête à éclater au moindre mouvement. Élisabeth sentit son souffle se raccourcir. Wesley se redressa lentement, ses mains toujours visibles, conscient du danger imminent. Emma recula instinctivement vers les bébés, comme si elle pouvait encore les protéger. Mark, crispé, était sur le point d'ordonner quelque chose lorsque l'infirmière fit un pas en avant, une étincelle de résolution dans les yeux. Elle ne pouvait plus se taire. Elle avait gardé un secret trop longtemps, par peur de semer le trouble, par souci de protéger une enfant qu'elle aimait. Mais maintenant, le silence signifierait la mort assurée, et pas seulement pour Wesley. Alors, d'une voix ferme malgré la panique, elle raconta l'histoire que personne n'attendait. Celle d'une jeune femme apache, arrivée à l'orée de la mort, qu'elle avait soignée, qui avait donné naissance à une petite fille avant de s'éteindre. Cet enfant, à la peau claire, mais à la chevelure marquée d'une mèche sombre, avait été confié à l'orphelinat. Cet enfant, c'était Emma. Le choc fut visible sur chaque visage. Même Mark sembla ébranlé. Emma resta immobile, hébétée. Elle avait toujours cru être une fille sans histoire, sans racines, comme tant d'autres. Découvrir qu'elle était moitié apache, qu'elle avait un lien de sang avec les bébés qu'elle avait sauvés, bouleversa quelque chose de profond en elle. Dans ce silence lourd, les armes pointées perdirent un peu de leur menace. Le monde venait de changer, et personne ne savait encore comment réagir. La pièce tout entière semblait retenir son souffle. Rien n'avait encore été résolu, mais une vérité avait éclaté, plus brûlante encore que l'incendie de l'orphelinat. Et dans cette vérité se dessinait déjà le chemin qui allait mener chacun d'eux vers un avenir qu'ils n'auraient jamais imaginé. Le silence qui suivit la révélation d'Élisabeth semblait étirer le temps lui-même, comme si l'air avait soudain épaissi entre les murs de la petite maison. Les hommes de Mark, pourtant habitués à l'autorité et aux ordres stricts, hésitaient désormais, leur regard oscillant entre la fillette pétrifiée, l'infirmière aux yeux brûlants de détermination, et l'homme apache qui s'était lentement redressé pour faire face à l'assemblée. La vérité qu'Élisabeth venait de prononcer n'était pas seulement surprenante, elle bouleversait d'un seul coup la logique qui guidait les habitants de Red Rock Crossing depuis des années. Les frontières mentales entre eux et nous s'effritaient, obligeant chacun à regarder d'un peu plus près ce qu'il croyait savoir. Emma, debout près du panier où les jumeaux dormaient encore, se sentait déchirée entre l'effroi et une étrange clarté. Son identité entière semblait se recomposer sous ses yeux, comme si les pièces d'un puzzle longtemps dispersées trouvaient soudain leur place dans un tableau plus vaste. Elle comprenait maintenant pourquoi elle n'avait jamais ressemblé aux autres enfants du village, pourquoi certaines de ses questions étaient restées sans réponse, même après des années d'orphelinat. Ce que cela signifiait pour elle, pour les bébés, pour Wesley, elle n'en avait pas la moindre idée. Tout ce qu'elle savait,
c'est qu'elle ne serait plus jamais la même. Marc, après un long moment d'immobilité, passa une main sur son visage comme s'il essayait d'effacer non seulement la sueur, mais aussi les certitudes qu'il avait entretenues depuis si longtemps. Son regard se fixa sur Emma, et on y percevait un combat intérieur visible entre sa colère, son deuil, sa peur et quelque chose d'autre, plus vulnérable, peut-être même plus honnête. Le juge, debout à sa droite, semblait également troublé. Il avait toujours considéré les lois comme des lignes droites et immuables. Mais ce soir-là, ces lignes se tordaient sous le poids de la réalité humaine. Les armes se baissèrent légèrement, comme si l'impulsion première de violence se dissolvait lentement dans un environnement devenu incertain. Élisabeth respira un peu plus librement, même si elle savait que la situation restait explosive. Elle sentait qu'elle devait continuer à parler, à apaiser les tensions, avant qu'un seul geste irréfléchi ne transforme cette maison en tombeau. D'une voix plus douce mais ferme, elle expliqua pourquoi elle n'avait pas révélé plus tôt la vérité sur Emma. Elle évoqua les préjugés tenaces du village, le danger qu'aurait couru une enfant métisse dans un contexte aussi tendu, et la promesse qu'elle avait faite à la jeune mère mourante de protéger sa fille autant que possible. Elle insista sur le fait qu'Emma n'avait jamais demandé à être un symbole ou un point de discorde. Elle n'était qu'une fillette ayant fait preuve d'un courage extraordinaire, motivée par quelque chose de plus fort que la peur, la compassion. Ces mots semblèrent se frayer un chemin dans l'esprit de Marc. Il regarda de nouveau Emma, mais cette fois, il ne vit plus seulement la fillette qui avait osé défier les soldats, ni l'enfant qu'il croyait connaître de vue depuis des années. Il vit aussi les traits subtils de son origine maternelle. Cette mèche sombre qui contrastait avec la couleur plus claire de ses cheveux, cette forme particulière de ses yeux qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Il se sentit soudain déstabilisé, presque coupable d'avoir tant simplifié le monde en le divisant en deux parts irréconciliables. Wesley, qui ne parlait toujours pas, retrouvait lui aussi lentement ses forces. Il observait chaque homme dans la pièce, guettant le moindre signe qui indiquerait une attaque. Lorsqu'il posa le regard sur Emma, quelque chose changea dans ses yeux. Il venait d'apprendre qu'elle était le fruit d'un lien brisé entre son propre peuple et ceux d'en face. Elle n'était plus seulement la fillette qui avait sauvé ses fils, elle devenait une part de l'histoire qu'il croyait avoir perdue pour toujours. Cette prise de conscience ne dissipait pas la tension, mais elle lui donnait un sens différent, presque sacré. Au bout de quelques minutes d'un silence lourd, le juge prit la parole pour la première fois. Il rappela que des vies innocentes se trouvaient au centre de cette situation et que céder à la violence ou à la peur ne ferait qu'aggraver les blessures déjà ouvertes. Sa voix, bien que tremblante, ajouta un poids inattendu à la discussion. Les hommes de Marc se regardèrent entre eux, cherchant dans les yeux des autres une validation à leur hésitation. Puis lentement, ils abaissèrent leurs armes. Ce simple geste, pourtant, changea complètement l'atmosphère. La tension ne disparut pas, mais elle perdit son caractère mortel. Élisabeth, profitant de cet instant fragile, proposa ce que personne n'avait imaginé quelques minutes plus tôt, entamer des discussions avec les représentants des Apaches pour éviter que cet événement ne mette le feu à toute la région. Elle rappela que la mort de l'un ne comblerait jamais la mort d'un autre et que perpétuer la vengeance n'avait fait qu'augmenter les souffrances des deux camps. Wesley, comprenant que la moindre hostilité ruinerait toute chance de préserver ses enfants, acquiesça lentement. Il promit de parler aux siens si un espace de dialogue était réellement créé. C'était un engagement énorme, risqué, presque insensé, mais c'était aussi la première lueur de paix que ces terres avaient connue depuis longtemps. Marc semblait prêt à protester, mais il fut interrompu par Emma, qui fit un pas en avant. Sa voix, faible mais déterminée, résonna dans la pièce. Elle demanda, d'abord timidement, puis avec une force surprenante pour son âge, qu'on ne leur fasse plus de mal. Elle dit que les bébés n'étaient pas des espions ni des dangers, mais des enfants comme les autres. Sa sincérité frappa chacun des hommes présents, y compris Marc, qui détourna le regard un instant avant de soupirer profondément. Quand il releva les yeux, on y lisait encore de la douleur, mais aussi un début de résignation. Il ne pouvait pas lutter éternellement contre la vérité qui se dressait devant lui. Finalement, après de longues discussions, parfois houleuses, parfois suspendues à un fil, les hommes acceptèrent de quitter la maison d'Élisabeth sans violence. Ils promirent de retourner au village pour informer les autres que la situation n'était pas aussi simple qu'ils l'avaient cru.
Cette sortie ne signifiait pas un accord de paix, loin de là, mais c'était un premier pas, un recul de la haine au profit de l'espoir. Wesley resta encore un moment, cherchant à remercier Elizabeth et Emma, même si les mots lui manquaient. Puis il disparut dans la nuit, déterminé à prévenir son peuple qu'un changement inattendu se préparait. Les jours suivants furent marqués par une agitation constante dans la communauté. Des habitants se rassemblaient devant les ruines de l'orphelinat pour demander justice, tandis que d'autres murmuraient que peut-être cette histoire était trop complexe pour être réduite à un récit de vengeance. Des réunions furent organisées au centre du village, réunissant les figures importantes des deux camps. Les discussions commencèrent dans la méfiance la plus totale. Chaque accusation trouvait une réponse acerbe. Chaque geste était interprété comme une provocation. Pourtant, après plusieurs rencontres, quelque chose commença à changer. Certains membres des deux camps, fatigués de perdre des proches, commencèrent à écouter réellement ce que l'autre disait. Ils comprirent que la violence n'avait apporté que des tombes fraîches et des blessures invisibles. Pendant que les adultes débattaient, Emma, elle, vivait des journées remplies d'une nouvelle routine. Elle s'occupait des jumeaux avec un instinct protecteur qui surprenait même Elizabeth. Elle apprit à reconnaître leurs pleurs, leurs besoins, leurs peurs. Elle s'endurcissait mais restait tendre, trouvant un équilibre qui lui donnait l'impression étrange d'avoir grandi trop vite. Wesley venait parfois voir ses enfants. À chaque visite, il restait d'abord à distance, comme s'il ne voulait pas perturber l'harmonie fragile dans laquelle il vivait. Puis peu à peu, il s'approchait, s'asseyait près d'eux, leur parlait dans sa langue, leur chantait des airs doux qu'Emma écoutait en silence, fascinée. C'est aussi à travers ces visites qu'un lien nouveau se forma entre Emma et Wesley. Il ne parlait pas souvent, mais elle comprenait dans ses gestes une profonde gratitude. Parfois, lorsqu'il racontait en quelques mots une histoire de son peuple, elle percevait des fragments de quelque chose qui lui appartenait aussi, même si elle ne savait pas encore comment l'intégrer à sa propre histoire. Elle apprit des mots, des intonations, des gestes que son corps semblait reconnaître avant même son esprit. Ces moments lui donnaient une étrange impression d'appartenance, comme si une partie d'elle se réveillait doucement après avoir dormi trop longtemps. Au même moment dans le village, des avancées significatives se produisaient. Les représentants des deux camps parvinrent à établir un accord de cessez-le-feu temporaire qui permit de calmer les esprits. Les habitants s'engagèrent à ne pas attaquer quiconque sans preuve de menace réelle, tandis que les Apaches s'accordèrent à ne pas s'approcher des ranchs ou des convois sans prévenir. 2 médiateurs, un de chaque camp, furent désignés pour surveiller ces engagements et régler les conflits éventuels. Cet accord était fragile, contesté par certains des deux côtés, mais il représenta tout de même un tournant décisif. Le village commença aussi à rebâtir l'orphelinat. Certains habitants y participèrent par devoir, d'autres par sincère désir de réparer une injustice. Élisabeth, de son côté, proposa que ce nouvel établissement soit ouvert à tous les enfants sans exception, quelle que soit leur origine. Cette proposition, bien que révolutionnaire pour certains, fut finalement acceptée, grâce à la conviction et à l'énergie d'Élisabeth et de quelques autres figures influentes. Emma, quant à elle, trouvait dans ce projet une source d'inspiration nouvelle. Elle participait aux travaux autant que possible, transportant de petits outils, aidant à nettoyer les décombres, parlant aux autres enfants qui venaient jouer près du chantier. Elle observait parfois Wesley de loin lorsqu'il venait offrir son aide discrète, coupant du bois ou portant des matériaux. Même ceux qui étaient réticents à accepter la présence d'un Apache se surprirent à remarquer son calme, sa dignité, son humilité. Les semaines devinrent des mois, et les tensions commencèrent lentement à se dissiper. Les enfants du village jouaient désormais ensemble, sans toujours se soucier de leurs origines, au grand étonnement de leurs parents. Emma était devenue un pont vivant entre deux mondes, une preuve que la compassion pouvait triompher là où la violence avait échoué. Elle continuait bien sûr à vivre avec les jumeaux, qu'elle traitait comme ses propres frères. Chaque sourire, chaque progrès, chaque regard émerveillé qu'il posait sur elle renforçait le sentiment qu'elle avait trouvé une famille qu'elle n'avait jamais espérée. Enfin, lorsque le premier rayon de soleil, quelques mois après l'incendie, illumina le nouveau toit de l'orphelinat reconstruit, une atmosphère étrange envahit Red Rock Crossing. On célébra ce moment sans grande cérémonie, mais avec un soulagement palpable. Le village avait changé. Les esprits n'étaient pas tout à fait apaisés,
Mais les cœurs semblaient s'être ouverts à une possibilité longtemps refusée, celle d'un avenir partagé. Et dans ce fragile équilibre, Emma sentait qu'elle avait trouvé sa place. Elle comprenait maintenant que sa vie avait un sens plus profond, qu'elle n'était pas seulement la fillette qui avait fui un feu, mais celle qui avait allumé une lumière nouvelle dans des terres longtemps obscurcies par la haine. Les jumeaux jouaient dans l'herbe, les adultes discutaient des plus sereinement, et le vent, autrefois chargé de fumée et de cris, portait maintenant des murmures d'espoir. Le chemin restait incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait possible. Et c'était peut-être cela, la véritable victoire. Le temps écoulé depuis l'incendie et les événements qui avaient suivi semblaient avoir modifié la texture même de la vie à Red Rock Crossing. Les mois passés, sans qu'aucune flambée de violence ne vienne briser le fragile équilibre instauré entre les habitants du village et le peuple Apache. Pourtant, cette paix naissante demeurait incertaine, comme suspendue dans l'air, prête à vaciller au moindre souffle trop brusque. Le souvenir des nuits marquées par la peur et la méfiance n'avait pas totalement disparu, mais on percevait désormais des murmures d'espoir, timides et hésitants, qui commençaient à s'insinuer dans les conversations. La reconstruction du nouvel orphelinat et l'organisation régulière de réunions entre médiateurs contribuaient à ancrer cette dynamique nouvelle dans le quotidien de chacun. Parmi ceux qui vivaient le plus intensément ce changement, il y avait Emma. La fillette avait grandi sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Ses responsabilités auprès des jumeaux, qu'elle avait fini par appeler spontanément Luc et Ezra, comme si elle leur donnait des noms capables de traverser les frontières invisibles qui divisèrent les hommes, avait façonné son caractère avec une maturité rare pour son âge. Elle ne se comportait plus comme l'enfant que l'on connaissait avant l'incendie. Sa présence était devenue essentielle, presque apaisante pour quiconque croisait son regard calme et sérieux. Les bébés, maintenant assez grands pour marcher en titubant, s'attachaient à elle avec une confiance absolue. Il suffisait qu'elle tende les bras pour qu'ils s'y précipitent, incapables d'imaginer un monde où elle ne serait pas là pour les guider. Chaque matin, Emma se levait avant l'aube pour aider Elisabeth à préparer les remèdes nécessaires aux habitants du village. L'infirmière lui enseignait patiemment l'usage des plantes, les méthodes pour apaiser les fièvres ou traiter les égratignures. Emma écoutait attentivement, comme si chaque mot comptait pour son avenir. Elle apprenait à reconnaître la colère silencieuse d'un corps malade, à percevoir la fragilité d'une respiration difficile, à comprendre que la douleur se cachait souvent sous des gestes trop brusques ou des silences trop longs. Elisabeth, en observant sa détermination, se surprenait parfois à imaginer qu'elle pourrait un jour devenir plus qu'une simple aide. Mais elle ne lui disait rien, consciente qu'Emma n'était pas encore prête à se projeter dans un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Pendant que les adultes tentèrent de consolider les liens entre les deux communautés, les enfants, eux, n'avaient pas ces réflexes de suspicion hérités des conflits passés. Ils jouaient ensemble, s'inventant des aventures plus grandes que leurs peines, courant dans les prés comme si la terre n'avait jamais connu la guerre. Le nouveau terrain qui entourait l'orphelinat devenait chaque jour le théâtre d'histoires improvisées où les frontières n'existaient plus que dans la bouche des adultes. Les rires résonnaient sous le soleil, éclaboussant l'air d'une joie qu'on croyait perdue depuis longtemps. Parfois, les parents observaient leurs enfants se mêler à d'autres, aux cheveux plus sombres ou aux traits différents, et s'arrêtaient net, troublés par la simplicité avec laquelle les petites mains se rejoignaient. Certains souriaient, émus de constater que les blessures les plus anciennes pouvaient se résorber au contact de l'innocence. D'autres détournaient les yeux, perdus dans leur réticence, incapables d'accepter aussi facilement une harmonie qu'ils avaient appris à redouter. Emma agissait comme un point de rencontre naturel entre ces mondes. Lorsqu'un conflit éclatait entre deux enfants, elle accourait pour s'interposer, parlant tantôt dans la langue anglaise, tantôt en utilisant les mots apaches qu'elle apprenait peu à peu de Wesley. Les plus petits l'écoutaient avec l'attention que l'on réserve aux grandes sœurs, même lorsqu'ils ne comprenaient pas totalement ses explications. Il suffisait qu'elle soit là pour que les tensions s'apaisent. Elisabeth, qui l'observait par la fenêtre de temps à autre, se disait que cet enfant avait reçu un don plus rare que la robustesse ou l'intelligence, celui de l'apaisement. Mais la tranquillité relative qui régnait à Red Rock Crossing ne signifiait pas que les défis avaient disparu. Le cessez-le-feu établi entre les deux camps exigeait des efforts constants.
Des incidents survenaient, parfois, comme des éclats du passé refusant de mourir complètement. Une vache égarée sur les terres d'un groupe Apache, un chasseur s'aventurant par inadvertance dans une zone interdite, un éclaireur aperçu un peu trop près des habitations. Chaque situation risquait de rallumer les tensions et provoquer des discussions marathons entre les médiateurs désignés. Pourtant, mois après mois, les conflits étaient résolus sans violence, un signe encourageant de la possibilité d'un avenir meilleur. Wesley, lui aussi, traversait une transformation silencieuse. Au début, il ne se présentait que pour voir ses fils, s'asseyant près d'eux avec une expression mêlée d'admiration et de tristesse. Les enfants, encore trop jeunes pour comprendre pleinement qui il était, le regardaient avec curiosité, tendant leurs mains vers son visage ou sa tunique. Peu à peu, au fil des visites, ils commencèrent à reconnaître son odeur, sa voix, son toucher, et à sourire à son approche. Il accueillait ses gestes avec une douceur qu'on ne lui soupçonnait pas. Il avait perdu tant de choses, et pourtant, lorsqu'il tenait la petite main de l'un de ses fils dans la sienne, une fierté tranquille illuminait ses traits. Ce fut aussi à travers ces moments avec ses fils que Wesley apprit à connaître Emma. Il la vit d'abord comme une protectrice de ses enfants, une jeune fille qui avait risqué sa vie pour sauver celle des siens. Puis au fil du temps, il perçut la profondeur de son attachement. Il comprit qu'elle ne jouait pas un rôle par devoir ou par reconnaissance, mais parce qu'elle avait trouvé dans les jumeaux une forme de famille qu'elle n'avait jamais eue. Cette prise de conscience le toucha profondément. Il ne chercha pas à la remercier avec des mots. Les mots n'étaient pas dans son habitude, mais par des actes silencieux. Lui offrir une couverture tissée par sa sœur, lui apprendre quelques mots supplémentaires de sa langue, lui montrer comment porter un enfant sur le dos avec un tissu traditionnel. Emma acceptait ces gestes avec une gratitude prudente, consciente qu'ils avaient une signification bien plus grande que ce qu'ils semblaient être. À mesure que les mois passaient, le nouveau bâtiment de l'orphelinat prenait forme. Les murs étaient de solides, moins vulnérables aux flammes, et l'intérieur avait été conçu pour offrir plus d'espace, plus de lumière, plus de chaleur. L'inauguration, même modeste, attira une foule de villageois et de membres de la tribu qui avaient accepté de venir. Pour la première fois, les deux communautés se tinrent côte à côte, sans s'observer mutuellement avec méfiance. Les discours furent simples et sincères, axés sur la nécessité de protéger les enfants, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. Élisabeth remercia tous ceux qui avaient contribué, ses yeux brillants d'émotion. Sœur Agnès, plus humble que jamais, parla de ses regrets et de son désir de faire de ce lieu un havre où aucune vérité ne serait plus jamais dissimulée. Emma assistait à cette scène en tenant Luc et Ezra par la main. Elle sentait l'importance du moment sans pouvoir la traduire en mots. Ce n'était pas seulement un bâtiment qu'on inaugurait, mais une promesse. Une promesse faite à tous les enfants présents et à ceux qui viendraient plus tard. Une promesse de respect, de transparence, de sécurité. Une promesse que peut-être les erreurs du passé ne se reproduiraient pas. Lorsque la cérémonie toucha à sa fin, le soleil commença à descendre derrière les collines, enveloppant le village d'une lumière dorée qui magnifiait chaque détail. Les enfants, emportés par l'excitation, se mirent à courir autour du bâtiment, riant, criant, se défiant mutuellement. Emma s'assit sur une pierre non loin de l'entrée, laissant les jumeaux trottiner devant elle. Ceux-ci tentèrent d'attraper les insectes lumineux qui commençaient à surgir dans l'air du soir, leur rire résonnant comme des clochettes claires. Elle sourit en les regardant, un sourire où se mêlaient la fierté, l'amour et une mélancolie légère. Les mois passés avaient été remplis de difficultés, mais aussi d'une beauté sincère et inattendue. Elle avait découvert une partie d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas, une filiation complexe, mais riche, qui lui donnait une force singulière. Wesley s'approcha silencieusement, comme il le faisait toujours. Il s'assit à côté d'elle, sans rien dire d'abord. Ils contemplèrent ensemble les enfants qui s'ébattaient dans l'herbe, les silhouettes se découpant devant les rayons finissants du soleil. Après un long moment, il posa une main réconfortante sur son épaule, un geste simple qui disait plus que n'importe quel discours. Il remercia Emma, non pas pour avoir sauvé les jumeaux. Cela, il l'avait déjà exprimé 1000 fois à travers ses regards, mais pour avoir trouvé son propre chemin entre les deux mondes, pour ne pas s'être laissé écraser par le poids de la vérité qu'elle avait apprise, pour avoir révélé,
à travers sa détermination, que la paix pouvait avoir un visage, même celui d'une enfant. Élisabeth, plus loin, observait la scène avec un mélange de fierté et de tendresse. Sœur Agnès, adossée à une rambarde, murmurait une prière non pas pour effacer son passé, mais pour accompagner l'avenir qu'elle ajudait désormais à construire. Et tout autour d'eux, les habitants, qu'ils soient nés dans le village ou dans la vallée au-delà, semblaient s'être accordés sur une évidence. Ils partageaient désormais quelque chose qui dépassait leur peur. Lorsque les dernières lueurs du jour s'éteignirent, un calme profond s'installa sur Red Rock Crossing. Le vent léger portait avec lui des parfums de terre chaude, de bois neuf et de promesses encore fragiles. Emma sentit le poids d'une longue journée retomber sur ses épaules, mais c'était un poids doux, presque bienvenu. Elle regarda encore une fois les jumeaux, qui se rapprochaient d'elle en titubant, fatigués de leur propre joie. Elle les prit dans ses bras, et ils s'y blottirent comme s'ils savaient instinctivement que cet instant n'appartenait qu'à eux. Elle comprit alors, avec une lucidité nouvelle, que malgré l'incertitude, malgré les nuages qui pourraient revenir, quelque chose d'irréversible avait eu lieu. Dans les ruines d'un monde autrefois déchiré, un autre germait lentement, porté par les choix d'une fillette qui, un soir dans un bâtiment en flammes, avait décidé d'écouter non pas la peur, mais son cœur. Un monde où l'on pouvait croire que la paix, même fragile, valait la peine d'être protégée. Et alors que l'obscurité enveloppait doucement le village, Emma sut que ce nouveau chapitre ne faisait que commencer. Si cette histoire t'a touché, ne manque pas les suivantes. Abonne-toi, active les notifications et regarde les autres vidéos de la chaîne. De nouveaux rebonds t'y attendent. Déjà, partage cet épisode avec tes amis et dis-moi en commentaire de quel pays tu regardes. Cela aide à faire grandir la chaîne et à publier de nouvelles histoires.